Mesdames, Messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, excellente matinée. Bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Et bon début de semaine à vous tous si vous nous regardez de ce côté de la Méditerranée. Ce matin, sur le plateau, ça va défiler, ça va aller très vite, 90 minutes, comme un semi-marathon où on recevra énormément d'invités aujourd'hui. D'abord, l'événement de la semaine, forcément le Salon international du livre d'Alger dans sa nouvelle édition, l'édition 2018, ou la 23e, avec plusieurs thématiques, plusieurs sujets abordés, notamment aujourd'hui, plusieurs auteurs. D'abord, on va revenir sur Anis Mazouar. Rappelez-vous de cet auteur. Anis Mazouar a 22 ans à peine. Il y a quelques années, il avait sorti sa fameuse trilogie Le Lien des Temps. Il avait à peine 18 ans. Aujourd'hui, il réitère avec cet ouvrage, celui-ci, que l'on va vous raconter aujourd'hui, Entendu dans le silence. C'est son nouveau roman paru aux éditions Casbah. Et forcément, il est aussi là aussi. Et ce matin aussi, on va parler d'un ouvrage ou d'une œuvre collective avec plusieurs auteurs, notamment des femmes et des hommes, qui aiment, qui apprécient, qui connaissent l'œuvre de Kateb Yassine, qui l'ont étudiée aussi. Il s'agit de Zineb Ali Ben Ali, Yahya Belaskri, Tahar Jaout, qui est évoqué d'ailleurs dans cet ouvrage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une œuvre qui relate l'aspect et la notion liberté dans les écrits de Kateb Yassine. Alors, liberté dans la littérature, liberté aussi dans le 4e art. Et ça, on en parle ce matin avec Hubert Haddad, qui sera avec nous. Il est poète, romancier, d'origine algérienne. Il a vécu un peu partout entre la Tunisie, la France et l'Algérie. Il est nouvelliste, dramaturge. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Et aujourd'hui, il nous parlera de ce collectif qui a écrit sur Kateb, mais également de la notion et du concept de liberté chez Kateb Yassine. Autre ouvrage, mais cette fois-ci avec une conférence. Il s'agit de Vert et Blanc, l'encyclopédie, écrite et l'idée et l'écriture est signée Ahmed Bassoul Hawari et Nazim Bassoul. D'ailleurs, ce matin, Nazim sera avec nous. Rappelez-vous, ils avaient sorti l'encyclopédie du football algérien avec les biographies de l'ensemble des joueurs qui étaient passés par l'équipe nationale, même ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain. Si tu t'imagines, tu peux être joueur de l'équipe nationale, mais jamais tu foules le terrain pendant un match officiel, tu es juste à l'entraînement. Alors du coup, lui, ils avaient raconté ça, parce que c'est l'histoire d'un frère et d'une passion. Mais aujourd'hui, il revient non seulement avec ce deuxième livre qui raconte l'ensemble des matchs de l'équipe nationale de 62 à 88, c'est le tome 1, de 89 à 2018, c'est le tome 2, il sortira très prochainement. Alors 63-88 pour corriger, les blocs-notes revisités, vert et blanc, ça parle des matchs de l'équipe nationale. Nazim Bassoul sera avec nous et ça tombe bien parce qu'il va nous parler aussi de cette conférence qui va avoir lieu cet après-midi. Ça va se passer du côté de l'ANEP, le stand de l'ANEP au Sila avec Zouba. Bah oui, vous connaissez tous Zouba, l'ancienne gloire du football. Et là, on parlera bien sûr football à cette occasion. On enchaînera aussi, je vous l'ai dit, ça va être un marathon. On enchaînera tout à l'heure également avec le petit-fils du grand Boumedi. Alors, on va parler d'artisanat. Alors, c'est une tradition de père en fils, en petit-fils chez les Boumedi. Et là, c'est Hakim Boumedi qui sera avec nous sur le plateau. Il va nous parler de la céramique et de sa céramique à lui revisitée. On finira tout à l'heure avec Siam Kenouch et Meri Moussaïd. Vous avez un peu l'émission du jour, je vous l'ai un peu raconté, sans oublier évidemment l'info dans quelques instants. Ça se passe avec Najma Harish et l'invité du jour. L'invité du jour, c'est M. Ali Mahmoudi, directeur général de l'Agence nationale des forêts. Ce sera le débat de la matinale. Mais avant, c'est la météo, comme le veut la tradition. La matéo, t'as compris. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La matéo, c'est un mélange entre matinale et météo, donc ça colle bien en même temps. La météo de ce matin elle est présentée par Madame, comment tu s'appelles déjà toi? Amel Larimi, c'est parti avec elle. Merci Maher. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, de la brume et des nuages bas en ce début de matinée, c'est pratiquement les régions de l'ouest et le centre, puis le ciel deviendra dégagé à peu nuageux sur l'ouest et de belles éclaircies sur les régions centre. Par contre, à l'est, le temps restera le plus souvent nuageux avec des averses de pluie, mais plus vers l'extrême est. Puis le temps va s'améliorer progressivement durant l'après-midi. Au sud, rien à signaler. Le
soleil sera au rendez-vous tout au long de la journée. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 21 degrés du côté d'Oran et Mostaganem, 20 à Tlemcen, 19 Alger, 18 à Annaba, 17 degrés Tizi Ouzou également, 14 Sétif Batna, 15 degrés à Albeya, 13 à Djelfa, au sud 21 degrés à Biskra, 22 Gardaya, 23 à Béchar, 29 Tindou, 28 degrés Tamanrasset Janet, 27 Adrar, Insalah également Elizi, et enfin le maximum toujours à Borj Bedjmokhtar et Ngazem avec 37 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où les éclaircies vont gagner du terrain sur une grande partie de l'Europe, avec toutefois de la pluie du côté de Lisbonne. Le mercure, quant à lui, affichera 10 degrés à Copenhague, 13 à Berlin également Londres, 17 Dublin, 17 également à Bordeaux, 14 Paris, Berne, 19 Budapest, 17 degrés à Bucarest, 13 à Varsovie, 20 degrés à Rome, également Marseille, 16 à Madrid et enfin 22 degrés le maximum à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, la météo vous a été présentée par Ahmed Larivi. Moi, j'y arrive dans quelques instants, si vous le permettez. Alors, ce matin, sans transition aucune, cap sur l'info. Et l'info du jour, c'est avec Nejma Harish. D'abord, l'actualité. Et juste après, c'est l'invité de la matinale avec Nejma. Il s'agit de Ali Mahmoudi, directeur général de l'Agence nationale des forêts. Nejma Harish, bonjour. Bonjour à votre invité également. Bonjour, Maëlle. Bonjour Mahrez, bonjour à tous. Dans l'actualité, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a procédé hier à un mouvement des chefs de daïra, des directeurs de la réglementation et des affaires générales, des directeurs de l'administration locale et des inspecteurs généraux de Wilaya. Toujours dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a décoré hier le cinéaste français Costa Gavras de la médaille de l'Ordre du Mérite national El-Atir que lui a décerné le président de la République Abdelaziz Bouteflika en hommage à son parcours. Costa Gavras, de son vrai nom, Constantinois Gavras, un poids lourd du 7e art qui a marqué le cinéma mondial de son œuvre. Son film Z en est le parfait exemple. Au nom de l'Algérie, il obtient plusieurs distinctions, dont l'Oscar du meilleur film étranger en 1970. À partir de là, une histoire d'amour née. Costa Gavras reviendra souvent dans notre pays pour diverses collaborations. Et puis, toujours dans l'actualité, aujourd'hui, au Centre international des conférences, un séminaire est organisé par le ministère de la Justice sur l'exception d'inconstitutionnalité visant une meilleure explication de ce dispositif réglementaire. Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité avait été consacré par la Constitution en 2016. Il sera effectif à partir de mars 2019. Et puis, activité ministérielle. Aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, effectue une visite à Oran où il doit inspecter plusieurs infrastructures en cours de réalisation et de rénovation en prévision des Jeux méditerranéens, en 2021. Et puis, une autre visite ministérielle, cette fois-ci celle de Moustapha Guitouni dans la wilaya d'Al-Bayat, donc une visite de travail qu'il effectue pour inaugurer la station de production d'énergie solaire à Al-Bayat Sid Chir. Il inspectera également plusieurs projets relevant de son secteur et il mettra en service le réseau de distribution de gaz naturel au quartier Tenia dans le chef-lieu de la wilaya. Dans l'actualité internationale, aujourd'hui, un référendum d'autodétermination historique prévu en Nouvelle-Calédonie, archipel du Pacifique, inscrit sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU, devrait, si le oui l'emporte, marquer l'aboutissement d'un processus de décolonisation entamé en 1988 et l'indépendance de la France. Et puis, en Iran, développement dans les relations iraniennes
irano-américaine et réaction aux nouvelles sanctions économiques de Donald Trump à l'encontre de Téhéran, visant notamment le secteur pétrolier iranien et la Banque centrale. Donc voilà les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. On retrouve tout de suite l'invité de la matinale. Et j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Mahmoudi Ali. Vous êtes directeur général des forêts. Merci. Bienvenue à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, il est question de parler du plan national de reboisement. Donc le plan a été élaboré en 1998, ensuite examiné et adopté par le Conseil du gouvernement du 26 septembre 1999. Les objectifs, donc, c'est élever le taux de boisement de 11% à 13%, corrigez-moi si je me trompe, à l'horizon 2020, et étendre le patrimoine forestier à 1 million d'hectares. On en est où aujourd'hui, Monsieur Mahmoudi? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Donc le plan national de reboisement, comme vous l'avez si bien précisé, a été validé par le Conseil des ministres et mis en application donc, depuis l'année 2000. Le volume qui était prévu, il était de l'ordre de 1 247 000. On devait réaliser une moyenne de 60 000 hectares par an. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 820 000 hectares de réalisés. Donc nous sommes à environ 66%, malgré qu'il n'en reste que 2 ans. Donc nous, en tant que direction générale des forêts, nous avons voulu procéder à une révision et réfléchir à un plan nouveau entre 2020 et 2030. Donc on a convoqué un atelier le 29 du mois passé. Donc on a ramené pratiquement tous les acteurs de cette opération qui est très primordiale pour la réhabilitation du patrimoine forestier et son extension pour avoir les 13% qui est un taux d'équilibre écologique pour notre pays. Est-ce que c'est un taux acceptable ou par rapport à la superficie de notre pays? 13% de patrimoine forestier. Oui, pour un pays comme le nôtre qui est de 238 millions d'hectares, donc en 62, nous étions à 3 millions d'hectares. En 1830, nous en avions carrément 5 millions d'hectares. Et nous avons atteint les 4,1 millions jusqu'à maintenant. Et pourquoi cette régression alors? La régression durant la période coloniale, vous savez, il y a une extraction minière de notre patrimoine forestier au point de provoquer la disparition de certaines espèces. Je citerai au passage le pin noir de Djurdjura, qui n'existe actuellement que dans une petite réserve où nous comptons 700 pieds, alors qu'il y avait toute une forêt de pin noir qui a été exploitée par le colonisateur pour les besoins des chantiers de construction navale. Et on peut citer le sapin de Numidie des Babor, le cèdre de l'Atlas qui a été aussi exploité, et d'autres richesses, jusqu'au pin d'Alep qui a été utilisé pour la fabrication de la pâte à papier. Donc, et en plus de ça, donc il y a eu ce que vous connaissez, le Senatus Consult, qui a obligé nos parents à se réfugier dans les montagnes. Et pour créer un espace vital, ils ont été obligés de procéder à la déforestation, puisqu'ils ont été refoulés depuis les plaines où ils avaient leur terrain de culture vers les montagnes. Là, pour créer un espace vital, ils ont été obligés de... Ça, c'est pour ce qui était de l'époque coloniale. Mais pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints de ce projet qui date des 2 dernières décennies? Exact. Donc, pourquoi nous n'avons pas réussi à... Il y a plusieurs facteurs qui concourent au fait qu'on n'a pas atteint les 1 245 000, du moins les 1 million 100 qu'on devait réaliser à hauteur de l'année 2018. Donc, il y a un problème les dernières années, la réduction des inscriptions suite au gel de certaines opérations par rapport à la condition financière de notre pays. Il y avait de grands projets qui ont été mis en veilleuse comme le barrage vert, que maintenant nous comptons reprendre. Donc il y a eu un certain... Justement, qu'est-ce qui devient le barrage vert? Le barrage vert, vous savez, c'est l'Algérie a été... C'est l'une des premières actions vertes. Nous sommes les pionniers à côté des Mauritaniens qui nous ont suivis par la suite dans le cadre de la fixation des dunes. Mais nous sommes les pionniers
Et actuellement, les pays d'Afrique, vous avez dû entendre parler de l'initiative Grande Muraille Verte, qui ont copié le cas Algérie pour faire une ceinture verte tout le long de l'Afrique. Et donc le barrage vert a été lancé par l'armée nationale populaire dans les années 70. Il a été suspendu en 88 suite à l'avènement des événements que vous connaissez tous. Mais là, il est repris par l'administration des forêts. Et même dans le cadre de la coopération internationale, nous avons essayé d'intégrer l'initiative de la Grande Muraille Verte pour essayer de décrocher un certain nombre de projets pour continuer notre œuvre qui est celle du barrage vert. D'accord. On va reparler du plan de reboisement national. Oui. Quelles sont les principales ressources ou filières? Je n'ai pas compris le... C'est-à-dire quel type de plantation? Ah, d'accord. Et donc, par rapport à la situation géographique, est-ce que c'est les mêmes... Non, maintenant avec le changement climatique et tout ça, c'est pour ça qu'il faut des évaluations d'état pour essayer de réviser. Est-ce qu'il y a des études qui se font? Oui, il y a une étude qui a été faite sur le barrage vert qui a été confiée au Bureau national des études pour le développement rural qui relève du ministère de l'Agriculture. Il y a une autre étude sur la Napa Alpha qui est aussi très importante, qui contribue à la fixation des sables pour éviter l'avancée du désert. Actuellement, je vous disais que nous sommes obligés de faire des évaluations d'étapes, même pour revoir les espèces qu'on devrait introduire. Parce que au tout début du barrage vert, nous avions ciblé la monoculture, le pin d'Alep. Et quand il est attaqué par le fameux parasite que vous connaissez, la chenille processionnaire, ça a provoqué des désastres. Donc maintenant, on a amélioré, donc on a essayé de créer des peuplements mixtes. Donc on a mélangé des feuillus, des résineux, de telle manière à ce qu'il y ait une autorésistance aux parasites et aux maladies. Et quelles sont les principales menaces de notre patrimoine forestier? Bon, en tout premier lieu, c'est les incendies, donc c'est la main de l'homme. Dieu merci pour cette année, nous avons été épargnés. Sachant qu'on en a perdu l'année dernière plus de 53 000 hectares. Exact. Donc cette année, il y a modernisation de dispositifs de lutte contre les feux de forêt. On a essayé d'améliorer un peu le dispositif. Il y a surtout la rencontre qui a été organisée le 26 mai au niveau du Club des Pins, où il y avait 2 ministères qui ont contribué, celui de l'Intérieur et celui de l'Agriculture. Celui de l'Intérieur avait fait participer un certain nombre d'ouali, la Direction générale de la protection civile. Pour nous-mêmes, donc il y avait tout l'encadrement de l'administration des forêts, ce qui a fait que les collectivités locales ont beaucoup apporté cette année, participé. Ce qui a fait, il y a aussi les populations qui ont atteint un degré de sensibilité auquel personne ne s'y attendait. Parce que l'année 2018, c'est l'année la plus difficile depuis au moins 40 ans. Le fait qu'on ait eu des pluies jusqu'à la fin juin, ça a donné une strate herbacée des plus denses et des plus hautes. Donc le combustible était là, si ce n'est la vigilance des populations, qui avant faisaient des nettoyages autour de leur demeure et procédaient à l'élimination des rémanents par des mises à feu. Cette année, Dieu merci, nos populations ont atteint un degré de sensibilité très très élevé. Mais il y a eu quand même quelques foyers d'incendie, notamment dans les wilayas de l'Est. Si on doit comparer par rapport à l'année dernière, on peut dire quoi? Absolument. Donc là, il y a eu même une alerte météorologique qui nous donnait une alerte du côté des Aurès. D'ailleurs, la preuve est là. C'est les plus gros incendies, on les a enregistrés dans ces 3 wilayas, Tébessa, Khanchla et Batna. Ça, je l'ai donné dans l'ordre décroissant. Donc Batna, Khanchla, Tébessa. Sinon, l'année passée, vous vous souvenez, dans la wilaya de Tarf, on a eu un incendie gigantesque qui nous a fait perdre 19 000 hectares d'un seul tenant. Un incendie qui nous était venu depuis la Tunisie. Alhamdoulilah, cette année, la wilaya de Tarf, c'est 0 incendie, puisque le seul incendie qui devait arriver de Tunisie, nous avons pris le soin d'appeler nos collègues de Tunisie pour l'éteindre avant qu'il n'arrive chez nous. Ah ben, très bien. Donc c'est bien beau de planter, mais il faut également préserver et entretenir. Est-ce que vous avez un dispositif mis en place justement pour ce faire? Oui, cette année aussi, la nouveauté, c'est par rapport au dispositif de première intervention. Nous avons acquis 40 véhicules que nous avons érigés en colonnes mobiles
c'est à titre expérimental. Nous les avons positionnés au niveau des wilayats à haut risque, à commencer par la wilaya de Tarf, où nous avons mis une première colonne. La seconde, nous l'avons positionnée dans la wilaya de Béjaïa. La troisième, nous l'avons positionnée dans la wilaya de Bouira. La quatrième, à Relizane. Et enfin, la dernière, à Tlemcen. Pour celle de Relizane, par la suite, comme il y a eu de l'accalmie du point de vue climatique, nous avons préféré la Syndion 2, prélever 4 véhicules et les mettre dans la seule wilaya de Batna où le risque était majeur. Et ça se passe comment? Et donc ils effectuent des tournées sur le terrain, comment ça se passe? En plus, ça c'est le programme habituel. Les brigades mobiles, elles sont là. Mais là, les colonnes, elles sont stationnées au niveau des wilayats où nous avions enregistré, suite à un bilan de 30 ans, les plus gros dégâts. Donc, et là, ils devaient intervenir sur un certain nombre de wilayats. Dieu merci, ils n'ont pas eu à le faire. Ils n'ont pas eu à le faire, à l'exception de celle de Batna qui a intervenu dans l'incendie de Jbel Bouarif, qui nous a fait perdre une moyenne de 300 hectares. Sinon, pour celle de Tlemcen et de Bouira et de Bjaïa, nous les avons fait sortir qu'à titre d'exercice pour que les agents des forêts ne se lassent pas. Donc, on leur a demandé d'intervenir dans l'extinction de petits incendies. Très bien. Vous savez, l'année, enfin, il n'y a même pas une année, il y a quelques mois, on a fait un reportage dans la forêt de Wilben, à Ain Sebt. Donc, c'est une très belle forêt qui se trouve entre la wilaya de Jijel et Sétif, qui est malheureusement complètement abandonnée, Monsieur Mahmoudi. Et on a fait un reportage où c'est un lieu touristique par excellence. Donc, il y a beaucoup de familles qui affluent, mais malheureusement, toutes les commodités nécessaires sont absentes. Il n'y a rien. Donc, et on a rencontré malheureusement pas mal de jeunes qui voulaient investir, entretenir. On a trouvé des projets qui dataient des années 80 qui étaient à l'arrêt. Pourquoi? Là, je pense que vous faites allusion au mont des Babors. Les monts des Babors qui sont limite entre les trois wilayats. Non, ce n'est pas les monts des Babors, c'est la forêt de Wilben à Ain Sebt. Donc ça doit être une forêt qui était malheureusement insécurisée, où le personnel des forêts n'a pas pu intervenir, puisque vous savez, entre 2009 et 2014, l'administration des forêts a exécuté 12 000 projets de proximité de développement rural intégré. Donc on a réussi à toucher une moyenne de 13 000 localités. Il se peut que cette région-là n'était pas du tout sécurisée. C'est ce qui a fait que nos éléments n'ont pas été à la rencontre de ces populations. Là, je les rassure, puisque nous avons fait procéder à la restructuration du programme que nous avions initié en 2009. Nous avons dégagé une enveloppe de 10 milliards de dinars. Nous allons revenir dans certaines localités qui n'ont pas été touchées. Ça, je leur promets que la conservation des forêts de Jijel sera instruite pour aller à la rencontre de ces populations, pour essayer de prendre un minimum de leurs besoins en fonction de la ressource dont nous disposons. Très bien, merci. Il y a eu aussi, Monsieur Mahmoudi, signature d'un décret en 2009 qui relatif à l'autorisation d'usage à travers différentes activités. Autrement dit, c'est impliquer des investisseurs privés. Absolument. Donc, jusqu'en 2001, la forêt a été fermée suite en application de texte de la 94-12 qui dit que le domaine public est insaisissable, inaliénable, imprescriptible. Donc là, il y a deux ouvertures. La première, c'est celle que vous venez de relater, c'est les périmètres d'autorisation d'usage. Nous en avons érigé une moyenne de 130 périmètres pour une superficie de 72 000 hectares. Nous sommes en train d'attribuer progressivement aux riverains en priorité et aux investisseurs potentiels en deuxième position. Puisque là, ce n'est pas de grandes superficies. Nous allons venir aux grandes superficies qui relèvent du domaine privé de l'État. Là, c'est dans les wilayas du Sud. C'est un autre dispositif qui relève de nos amis de l'agriculture, mais qu'on peut utiliser dans la foresterie. La deuxième ouverture, c'est les forêts récréatives. Donc, justement, le décret a été signé en 2006. Il y a eu combien de forêts récréatives depuis? Donc il y a 132 forêts qui ont été érigées sur papier, 112 ont vu leur arrêté de création publié et 58 ont été mises à adjudication, 28 ont été confiées à des investisseurs privés.
Voilà, et le processus continue, mais il faut que les investisseurs sachent que nous parlons de forêt et non pas de parc ni de zoo. C'est une forêt, cela veut dire que si demain on aurait un différend entre l'investisseur et l'administration, s'il venait à évacuer les lieux, la forêt devrait reprendre ses droits et revenir comme étant une forêt. Il y a un cahier de charge? Absolument, il y a un cahier des charges général qui est publié dans le décret de 2006. Il y a un cahier des charges particulier qui est passé, qui est rédigé conjointement par l'administration des forêts et l'investisseur concerné. Et les investisseurs désireux justement se lancer dans ces projets, quelle démarche à entreprendre? Il n'y a aucun problème. C'est des appels à manifestation d'intérêt qui sont publiés au niveau des wilayats. Mais celui qui voudrait avoir le détail des forêts qui existent au niveau des wilayats du pays, il n'a qu'à se présenter chez nous. On va lui donner tous les détails qu'il faut. Et après, c'est à lui de choisir et de se rapprocher de l'administration concernée pour lui dire à quel moment l'appel serait lancé pour qu'il puisse concourir. Inch'Allah, Inch'Allah. Dites-moi, Monsieur Mahmoudi, à l'heure actuelle, peut-on parler d'économie forestière? À l'heure actuelle, on ne peut pas parler d'économie forestière puisque le seul produit que nous récoltons et exportons, c'est le liège. Le liège, l'Algérie fait partie des 5 pays méditerranéens qui disposent de cette ressource. Nous étions à peu près 2e ou 3e. Malheureusement, avec tout ce que nous avions vécu, la décennie noire, les incendies récurrents, nous sommes actuellement à une moyenne de 90 000 quintaux en prévision et nous n'avons récolté que 85 000 quintaux. Et c'est un liège qui, une grande partie est transformée localement par des unités publiques qui se trouvent à Béjaïa, Djidjel et Kolo pour faire du panneau d'isolation en gros pour les lièges de moindre valeur. Pour les lièges de très bonne valeur, il y en a qui sont transformés par des privés et ils sont exportés. L'année passée, le groupe public GGR, on avait exporté, pour, si je me souviens bien, pour une moyenne de 4 millions de dollars. Cette année, Inch'Allah, il y aura une petite amélioration. Il y a aussi la culture, le caroubier. Ça, vous le connaissez, il y a un promoteur privé qui s'appelle M. Boublenza, qui est présent dans 35 pays avec la caroube algérienne. En Europe et en Asie? Ah oui. 35 pays en Europe et plus que ça, je crois, et moins que ça en Asie. Donc, le détail des pays, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un que nous sommes en train d'accompagner de telle manière à faire l'extension du parc à Karoub et de nous accompagner aussi dans le développement et la réhabilitation d'une espèce qui nous est très très chère, qui existe chez nous, qui est très exploitée chez nos voisins marocains, mais qui n'est pas du tout exploitée chez nous, c'est l'arganier. L'arganier qui existe dans la wilaya de Tindouf, qu'on voudrait étendre à d'autres wilayas similaires. D'ailleurs, il y a eu une campagne de plantation menée par la ministre de l'Environnement le mois d'août dernier, Madame Zerouati, justement pour la plantation de l'arganier à Tindouf. Oui, à Tindouf, c'est son aire naturelle. Nous avions fait une étude qui nous a donné une moyenne de 5500 plants recensés, mais lesquels plants se trouvent à l'intérieur d'un parc culturel qui est classé par le ministère de la Culture. En tant qu'administration, on voudrait l'étendre dans des wilayats comme Naamal, Biyad, Adrar et autres. Des expériences ont été menées du côté de Mostaganem, du côté de Barrak, et ça a donné un bon résultat. Mais comme il s'agit d'une espèce du sud, nous aimerions la garder dans son aire naturelle, donc dans les wilayats du sud. Les terrains existent, les espaces existent, la ressource en eau existe, la qualité du sol existe. Donc nous faisons appel à nos investisseurs potentiels. Nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils concrétisent leurs projets et pour qu'ils nous valorisent cette espèce qui nous est très chère et qui est en train de contribuer à l'économie de nos voisins, pas de chez nous. Merci Monsieur Mahmoudi Ali, merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à toutes nos questions. Le débat est très intéressant, mais malheureusement nous arrivons à la fin de notre rubrique. Voilà, peut-être un dernier message à lancer aux citoyens pour les sensibiliser à devenir acteurs dans la préservation et l'entretien du patrimoine forestier.
Voilà, donc merci pour l'invitation une fois de plus. Un autre hommage, on ne cessera pas de rendre hommage à nos populations qui nous ont donné une preuve de leur sensibilité cette année, mais on leur demande de faire un peu plus. Et il y a aussi une frange de la population qui mérite à ce qu'on lui rende hommage, c'est les chasseurs qui sont en train de se réorganiser. Ils nous ont accompagnés d'une manière très active sur le terrain. Et mon dernier mot, c'est pour les investisseurs potentiels. Moi, je leur lance un appel. L'administration des forêts et le ministère de l'Agriculture en général est là pour les accompagner. Nous les attendons les bras ouverts pour les accompagner pour la concrétisation de leurs projets. Merci beaucoup, Monsieur Mahmoudi Ali. Mahrez, c'est à vous. Je vous retrouve demain à 8h pour un autre flash d'infos et un autre invité de la matinale. Au revoir. Voilà, merci à vous et merci à votre invité. Donc, on rappelle ce matin sur votre plateau, Ali Mahmoudi, directeur général de l'Agence nationale des forêts. On va rester dans la même thématique dans quelques instants. Retour sur un ouvrage avec plusieurs invités, Yahya Belaskri et Hubert Haddad pour parler de Kateb ou la liberté, la notion de la liberté chez Kateb Yassine, mais également retour sur Vert et Blanc 63-88, les blocs-notes revisités, l'encyclopédie des matchs de l'équipe nationale. Et on retrouvera par la même occasion sur ce même plateau. Alors ici, ce sera notre ami Bassoul. Alors Bassoul, c'est Nazim Bassoul qui sera avec nous sur le plateau et Anis Mazouar, cette fois-ci pour Entendu dans le silence, son nouvel ouvrage paru aux éditions Casbah. Mais on se retrouve juste après Rahim Abdelaziz avec un extrait de son documentaire sur la forêt de Chêne ou la forêt de Mila, pour être plus précis. On se retrouve juste après. Forêt de Manel de Zouara, au canton RS, où nous avons un mélange de 3 espèces. Nous avons le chêne liège, le chêne zen et le chêne afares. C'est une curiosité botanique, puisqu'on ne trouve pas ça partout. C'est très rare de trouver les 3 espèces en mélange. Dans la wilaya de Mila, c'est dans la zone d'RS, à Oued el-Baoud, dans le canton d'RS, où nous avons ces 3 espèces mélangées. Donc le chêne liège dans les bas-fonds. Plus en altitude, on a du chêne zen et du chêne afares. Le chêne afares est prédominant en hauteur. Donc la pluviométrie, elle est de 600 à 800 mm par an. Donc c'est à peu près spécifique, spécifique à cette région. Le mélange des 3 espèces, chêne liège, chêne zen et chêne afares, se situe dans une zone à exposition nord-ouest, dans un étage bioclimatique subhumide, la limite avec le semi-aride, puisque la pluviométrie ne dépasse pas les 600 à 700 mm de pluie par an. Donc c'est une région où on trouve rarement ces espèces réunies. C'est spécifique pour cette zone-là. Bon, cette zone se situe dans un versant nord-ouest. Il subit l'influence de la mer, puisque l'exposition nord est plus arrosée que l'exposition sud. Elle subit moins d'ensoleillement que la zone sud. Et par conséquent,
les trois espèces se trouvent dans une aire de répartition quand même exceptionnelle. Excellente matinée à vous tous. Alors on se retrouve, là c'était un extrait du documentaire, de l'un des documentaires de Rahim Abdelaziz sur la forêt de chênes, la forêt de Mila pour être plus précis. Et ça tombait, ça correspondait bien à la thématique juste avant avec Ali Mahmoudi, directeur général de l'Agence nationale des forêts. Carré Silla, on en parle ce matin avec plusieurs invités qui prennent part d'ailleurs à ce Salon international du livre d'Alger dans sa 23e édition. Avec nous aujourd'hui, plusieurs univers racontés. Alors, la littérature d'un côté, avec Yahya Belaskri et Hubert Haddad. Bienvenue à vous deux, messieurs. Merci. Bienvenue sur le plateau. Dans quelques instants, on reviendra sur la notion de liberté chez Kateb Yassine, que vous réunissez d'ailleurs dans cet ouvrage. Kateb ou la liberté, on en parle ce matin avec vous. Retour également, en quelques mots, ce sera pour tout à l'heure, sur la revue littéraire de littérature et de réflexion appelée, que vous connaissez bien, que vous chérissez bien, et sur laquelle nous allons revenir ce matin, si vous le permettez. Aussi, un autre univers, je ne sais pas si vous aimez le foot ou pas, mais en tout cas là, il y a l'encyclopédie sur l'équipe nationale, toujours. Alors, il y a quelques années, vous aviez sorti cette fameuse encyclopédie qui racontait la biographie de l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale. Cette fois-ci, vous réitérez aux éditions ANEP avec un ouvrage qui raconte plutôt les matchs de l'équipe nationale en 2 tomes. Le premier tome est sorti. D'ailleurs, il est présenté à l'occasion de ceci-là. Entre 63 et 88, vous racontez l'ensemble des matchs. Et le deuxième tome sortira, j'imagine, bientôt, entre 88 et 2018. Ça, c'est pour les 30 années qui ont suivi. Ça, on en parle avec vous tout à l'heure, si vous le permettez. Nazim Bassoul, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et nous avons le plus jeune auteur ici, autour de cette table. Je ne crois pas que vous soyez le plus jeune aussi là, parce qu'on a rencontré une jeune femme qui avait entre 13 et 15 ans, je pourrais même pas vous dire. Vous l'avez rencontré, vous? Non, pas du tout. Non. Qui a écrit un peu de poésie, qui a écrit de jolis textes, d'ailleurs. Alors, mais vous l'avez été, en tout cas, pendant de longues années. Vous avez sorti en 2016, si je ne me trompe pas, votre premier ouvrage, issu d'une trilogie intitulée Le lien des temps. Ouais, On s'était vu en 2013. 2013, oui. Vous aviez quel âge à l'époque? 17 ans. 16-17, ouais. Fabuleux. Vous êtes né en 96, là vous réitérez avec Entendu dans le silence, votre roman paru chez Casbah Éditions. Alors messieurs, bienvenue. Pas du tout sexy ce plateau littéraire, hein. Aucune femme autour, mais... Sexy, si. Je parlais de sexisme. Ah, voilà. Absolument. Mais en tout cas, bienvenue à vous. Ça vous fait plaisir de vous réunir. Je ne sais pas si vous êtes déjà croisés aussi là ou pas du tout. Non, c'est tellement grand, il y a tellement... Sol depuis longtemps, donc pas lui, mais le père. Le père, oui. Ouais. Qui va bien? Très bien. Qui sera là? Oui. Présent? Oui. Eh bien, ça tombe bien. On va commencer par vous, si vous le permettez. Kateb Yassine, raconté par une bonne dizaine, plus peut-être une douzaine d'auteurs, de passionnés, de personnes qui connaissent l'œuvre de Kateb, qui aiment l'œuvre aussi de Kateb. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur votre souvenir personnel, sur votre rencontre avec l'œuvre de Kateb Yassine? Hubert. Première rencontre. Hubert Haddad, bienvenue à vous. C'est la poésie, c'est Nejma, c'est les livres. Moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais dès que j'ai ouvert un livre de Kateb Yassine, je su qu'il y avait là un grand écrivain qui casse les moules et qui manifeste dans chaque phrase sa foncière liberté. La liberté, c'est le synonyme de la poésie pour un écrivain. Oui. Et Kateb Yassine est l'écrivain le plus libre qui soit, c'est-à-dire celui qui pense, parce qu'on ne peut pas penser sans liberté. Et la poésie ne peut exister que dans cet espace de pensée, avec bien sûr l'écriture, le travail sur l'écriture, et le travail sur l'écriture de Kateb, c'est une invention permanente. Les rhétoriques ne l'intéressent pas. Cependant, il y a une scansion, un rythme, une musicalité dans son œuvre qui est unique. Ouais. Il y a Kateb Yassine, il y a Mohamed Dib, c'est les deux grands fondateurs de la littérature algérienne, moderne. Et moi, j'ai eu l'occasion, le plaisir, la joie de rencontrer Kateb Yassine au début des années 70 à Oran.
C'était un ami, Hafid Gafaiti, qui est poète et qui est enseignant dans une université américaine, qui, à l'époque, m'avait dit « Tu veux voir Kateb, ben, viens demain ». Et on s'est rencontrés dans un café, on a pris du thé, et bien sûr, devant Kateb, je ne pouvais rien dire, je le regardais, et on a parlé. C'est lui qui a parlé pendant 2 heures, Kateb Yassine. Je pense que si je suis devenu écrivain, moi, aujourd'hui, c'est grâce à Kateb, à Najma, cette rencontre qui était extraordinaire pour moi, mais Najma que j'avais lu, que je n'avais pas compris, mais que j'ai relu des dizaines de fois, que je continue à lire et à relire encore. Mais le Polygone étoilé, toute son œuvre théâtrale, sa poésie extraordinaire. Donc, Kateb Yassine nous a quittés en 89, mais est tellement présent, et puis surtout qu'il faut le convoquer aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'une telle figure de liberté. Et ça tombe bien. Alors, qui a eu l'idée de cet ouvrage collectif? Qui a eu envie aussi d'écrire? Et qui a choisi la thématique? Parce qu'écrire sur Kateb, vous l'avez bien dit, hein, Kateb est divers, il est pluriel, il est tellement de valeurs et tellement de choses complètement différentes. Mais en même temps, quand on réunit autant d'ouvrages, d'auteurs plutôt, pardon, autant d'auteurs et on dit on va écrire sur Kateb, on va parler de Kateb, mais on va parler d'un aspect de Kateb, c'est cette notion de liberté. À ce moment-là, qui a l'idée et comment on fait pour fédérer tout le monde? Disons que c'est Yahya, mais on a depuis quelques années, on est dans un projet qui nous réunit tous, c'est Apulé. Oui. Et déjà dans Apulé, on avait croisé le chemin de Kateb quand il était en Haute-Loire. Voilà. On a retrouvé tout d'un coup des gens qui l'ont connu, qui l'ont bien connu. Et on avait fait un dossier dans la revue Apulé. On va en faire un autre parce que c'est les 30 ans de sa disparition dans le prochain. Et à travers Apulé, on retrouve tous ces écrits. Malek Haddad aussi, il y a un dossier. Ouais. Jean Sénac dans ce numéro. Et qui d'autre? Frantz Fanon, ouais. qui est une grande figure de la libération. Et cette revue remet en activité tous les poètes, tous les rencontres, toute la pensée qui a eu cours ici et qui continue d'avoir cours, évidemment en Algérie, en priorité, puisque cette revue, on a décidé que c'est une revue qui est décentrée. On la fabrique à Paris, on la fabrique en France, ouais. Mais elle est décentrée, elle part du Maghreb, et principalement de l'Algérie, pour parler du monde. C'est-à-dire c'est depuis l'Algérie, depuis le Maghreb, qu'on parle du monde, qu'on convoque le monde, aussi bien le Moyen-Orient, l'Afrique, que le Québec, la Belgique. C'est un petit peu pour retrouver des centres vitaux pour nous, qui sommes... moi, je suis né en Tunisie, Yahya, il est algérien. On voudrait repenser le monde de manière décentrée et un peu nomade. Et dans ce livre, donc, il y a des poètes qui sont français, qui sont algériens, et qui sont de partout. Là, nous avons un texte du fils de Kateb, Hans Jordan Kateb, qui, pour la première fois qu'il écrit un texte, c'est magnifique, donc c'est assez émouvant. Nous avons des poètes comme Amin Khan, Eric Sarnia, qui sont avec nous dans la revue Apulé. Hein. Oui. Il y a Brahim Hachliman, il y a Hafid Gafaiti, plein de poètes comme ça, qui se sont engouffrés dans cette ouverture. Donc, puisque Sedia a inauguré, les éditions Sedia ont inauguré une collection sur d'hommage aux grandes figures de la littérature algérienne. Donc, on a fait Mohamed Dib l'année dernière, ouais. Et cette année, c'est Kateb Yassine, et l'année prochaine, vous réitérez avec... Bien sûr, bien sûr. Et toujours dans ce sens Apulé, hein, parce qu'Apulé, c'est Mador, hein, c'est Mdaourouch. Bah oui. C'est un berbère. Alors du coup, cet ouvrage, on le retrouve chez Sedia. Hier, vous en avez parlé, vous l'avez signé aussi. Vous étiez donc aussi là, du côté de Sedia Édition, forcément, c'est eux qui Adlan Mehdi qui était avec nous. Oui, alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec vos lecteurs, quand ils viennent vous voir, quand ils viennent vous parler de cet ouvrage en particulier? Alors hier, c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de monde, ouais. Et il y avait une interaction. Et par la suite, on s'est exprimés tous les trois, Adlan, Hubert et moi. Et par la suite, les gens ont beaucoup d'interventions dans le public. C'était étonnant. Les gens étaient contents. Bon, ça se voyait dans leur visage, dans la réaction. Ils étaient contents, posaient des questions, faisaient des commentaires. Et il y avait honnêtement, il y avait comme quelque chose qui nous réunissait, au-delà de nos différences. Une chaleur comme ça. Voilà. Parce que ça parle, Kateb Yassine. C'est cela. Il y avait quelque chose de chaleureux,
vraiment, et la poésie se faisait là. C'est ça. D'un seul coup, c'était un moment poétique et les gens ont acheté le livre. Ils sont venus nous voir pour demander signature. C'est assez miraculeux de pouvoir respirer, de pouvoir sentir le poète, d'être avec lui parce qu'il nous ouvre des pistes, des voies comme ça. Et Kateb, hier, était là et d'un seul coup, il a réuni toutes ces personnes qui étaient là. On ne sait pas chacun qui il est, ouvrier, cadre ou je ne sais pas quoi, telle opinion ou telle autre. Mais là, vraiment, il y avait quelque chose qui s'est passé et c'était assez fabuleux. Merci à vous en tout cas d'avoir témoigné, d'avoir partagé ce témoignage sur cette rencontre d'hier, mais également sur cet ouvrage. Il faudrait peut-être des heures pour le raconter, pour revenir sur le parcours de chacun. Alors, vous êtes d'ici aussi d'une autre manière. Je veux dire, vous c'est un peu la Tunisie, c'est un peu l'Algérie, c'est un peu la France aussi. C'est une culture un peu partagée. Et ça nous honore de vous avoir avec nous. Vous connaissez un peu le foot algérien ou pas du tout ? Le foot, mon père était un footballeur en Tunisie, mais moi, je regarde, je comprends pas tout. Mais ça m'intéresse quand même. C'est mieux de dribbler avec les mots. Vous aimez le foot, vous Lui, il est passionné. Moi, j'aime l'Asmo, même si... parce que je suis oranais. Bon, en même temps, ça monte et ça redescend. Bah oui. Nazim Bassoul, alors vous, c'est l'encyclopédie. Vous connaissez un peu l'œuvre de Kateb ou Oui. Le polygone étoilé. Oui. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est un patrimoine qui nous a précédés et qui nous nourrit de jour en jour. En tout cas, on reviendra sur votre dernier roman, Entendu dans le silence, dans quelques instants. Alors, Vert et Blanc, 63-88. On écrit d'abord la biographie de l'équipe nationale, des joueurs de l'équipe nationale. C'est sorti en quelle année déjà? C'était il y a... 2014. En 2014. Et puis là... Vous réitérez, vous revenez avec, aux éditions ANEP cette fois-ci, Vert et Blanc, 63-88, les blocs-notes revisités. C'est quoi? C'est une compilation de l'ensemble des matchs de l'équipe nationale. C'est pas compliqué de raconter des matchs, au sens où il y en a moins qu'en club en tout cas. D'accord, mais essayez de faire ça en partant de zéro en 1988. C'est-à-dire qu'il faut trouver les feuilles de match de 62, enfin de 63, trouver les joueurs et trouver ce qui s'est passé autour de ces matchs-là. Et je pense que c'est ce qu'il y avait de plus dur à faire. Ça doit être un ouvrage unique, ça s'est fait dans le monde ou jamais? Raconter les matchs, non pas les joueurs, non pas ceux qui ont marqué l'histoire d'une équipe, mais plutôt les matchs de l'équipe d'une période à une autre. En général, ça se fait en collaboration avec les ministères ou la fédération qui commande le livre parce que faut savoir que c'est les principaux détenteurs des archives. Mais ce livre-là est issu d'un livre qui est paru en 88 et c'est pour ça qu'on arrive à 88, c'était un quart de siècle à l'époque. Mais c'était un livre qui était fait à partir de zéro. Ça veut dire que au niveau des archives nationales, il n'y avait rien, la fédération, il n'y avait rien, le ministère, il n'y avait rien, et la Bibliothèque nationale, pareil. Donc il fallait reconstituer en rencontrant les gens avec leurs souvenirs et les coupures de presse de l'époque, match par match. Là, il faut savoir qu'il y en a à peu près 400, il y a 392 matchs, je crois. Et en 88, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, il y avait du papier carbone, il y avait la feuille, le stylo. Et c'est pas moi qui ai fait le premier travail, moi j'ai participé, on va dire, c'est pour ça qu'on l'appelait le bloc-notes revisité. Parce que mon père avait fait le plus gros du travail et moi j'ai apporté, on va dire, une touche de modernité. Votre père l'a écrit de manière classique et vous avez ramené un peu de fantaisie dans le style. Un peu de fraîcheur, mais il a été content de le refaire parce que forcément avec le recul de plus d'un quart de siècle pratiquement, on revoit les choses autrement et on les réécrit autrement. Donc c'est ce que j'ai apporté, on va dire, côté statistique. Ça a pris combien de temps? Ouf, beaucoup. Longtemps, ouais. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on est dessus. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que chaque match est disséqué avec la composition de l'équipe, qui était sur le banc, qui était sur le terrain, quel a été le changement, à quel moment, le score final, les cartons et ce qui va avec. L'enjeu et ce qui s'est passé autour du match, pendant le match, les anecdotes. Allez, de 63 à 88, quel est le match le plus... qui a marqué le plus les esprits? Je sais que vous avez une petite idée. Ça dépend des générations, parce que il y en a, c'est la médaille des Jeux africains méditerranéens, d'autres c'est les Jeux africains. C'est le fameux France-Algérie avec... France-Algérie. Avec il y en a d'autres qui regrettent la finale perdue du Ghana, du Nigeria, de la Coupe d'Afrique 80. D'autres c'est carrément le mondial, enfin pour moi c'est le mondial. Mais il y a des gens qui ont assisté. On est encore sur 82, le but contre l'Allemagne?
Non, je pense pas, mais je pense qu'il est important de garder ça en tête. Oui. Parce que balayer tout d'un revers de la main et venir en 2018 parler du football national en général, parce que c'est une phase, il n'y a pas que l'équipe nationale, c'est assez facile et souvent c'est destructeur. Ouais. Donc d'où l'idée de mettre ça quelque part, enfin de donner des archives aux gens pour qu'ils puissent savoir. C'est nostalgique, c'est mieux. Non, c'est pas nostalgique, je suis pas. Non, je pose vraiment des questions. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour les anciens, comme j'ai autant d'admiration pour les nouveaux. C'est-à-dire, bon, les nouveaux, on reste avec 2014, hein, parce qu'après c'était vraiment. Non, mais c'était un pchit. Mais je pense qu'il est important de savoir d'où on vient, parce que dans un livre pareil, moi j'ai appris par exemple qu'à l'époque, on est en 2018, on parle encore du débat pro-locaux. Ce débat-là, il a été tranché en 68. Oui. On avait le même problème en 1968 et il a fallu des interventions, on va dire présidentielles pratiquement, pour dire ok, on va se mettre au travail avec des gens d'ici. C'était un choix, on va dire, délibéré. Et on a injecté des joueurs professionnels qui à l'époque n'avaient pas le droit de venir. Hein. Ils prenaient leur sac et ils étaient déserteurs pratiquement. Ouais. Et on a fait l'une des plus belles équipes d'Afrique et du monde. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas. On n'a pas fait que battre l'Allemagne, on développait du jeu, l'Algérie du football était une référence. C'est ça. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a pris un autre chemin, mais je pense qu'on est en train d'essayer de rattraper le coup, parce qu'on s'est rendu compte que le football, c'était pas que l'équipe nationale, à mon avis. Et on est en train de faire des centres de formation, on est en train de s'occuper de la jeunesse du pays. Ce qui veut dire que ça avance, quoi. Pour moi, ça avance. Ouais. On était dans le résultat immédiat, et là, maintenant, je pense qu'on fait le plus dur. Ça prend du temps, mais c'est un travail qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, et vous, enfin bon, c'est bête ce que je vais dire, mais quand vous rencontrez des journalistes sportifs, en radio et télévision particulièrement, qui sont obligés de se voir tous les matchs, l'ensemble du match, du début jusqu'à la fin, beaucoup vous diront qu'en regardant le championnat national, on s'ennuie au bout de 15 minutes. Du coup, c'est un métier à risque. Normalement, il devrait avoir des primes spéciales. Alors, en espérant que ça évolue et qu'il y ait du beau jeu sur le terrain et que le spectacle ne se passe pas que dans les gradins, parce que beaucoup de commentateurs vous diront que le spectacle se passe plus dans les gradins que sur le terrain. Vous pouvez prendre n'importe quel match de n'importe quel championnat, vous pouvez vous ennuyer. Hein. Prenez un match de Ligue 1 entre le 15e et le 16e, je pense pas qu'on puisse s'émerveiller tous les jours. Ouais. Exact, aussi. Alors du coup, ce livre-là, il sera débattu cet après-midi, ça se passe à 14h. C'est du côté de la salle El Jazair, au pavillon central, je ne me trompe pas? Non. Ouais, pavillon central, à la Safex, vous le savez, c'est le SILA. Pour ceux qui viendraient tout juste de se brancher et de découvrir qu'on est en 2018 et qu'on est le 4 novembre, bah c'est le SILA et ça continue. Alors, il y aura Zouba cet après-midi. Oui, Hamid Zouba présente son livre aussi. Ouais, il y aura le frangin aussi, Houari Bessoul. Non, c'est mon père. Houari Bessoul, Ahmed Houari Bessoul. Ahmed Houari Bessoul. Alors, c'est lui qui sera avec vous Oui. Et l'autre frangin, il sera où? Lui, il travaille. Il viendra pour couvrir, c'est ça? Exactement. Lui, il est à la chaîne 3, hein, juste pour dire. Alors, du coup, vous serez tous les trois sur le plateau et ce sera l'occasion de débattre et de raconter un peu cette époque-là. Vous avez déjà entamé la deuxième partie, la partie 88-2018, enfin 89-2018. Oui. On a entamé, elle est tout aussi dure à réaliser parce que on a des périodes où il y a des blancs énormes. Ça veut dire que, pareil, il faut voir les gens et leur demander avec qui ils ont joué. Vous raconterez l'époque de Belmadi au début des années 2000, quand il payait lui-même son billet d'avion pour venir rejoindre l'équipe nationale? Oui. Tout comme on a raconté plein d'anecdotes sur ce livre-là. Pour les gens qui ne demandaient pas l'autorisation au club et qui partaient. Qui risquaient de... Il n'y avait aucune loi qui les protégeait. Hein. Les Dahleb, comment il s'appelle, le joueur de Sochaux. J'ai perdu son nom, mais c'est des gens qui... Quraishi, il y avait Jadawi. Jadawi, c'était des déserteurs. Ils prenaient leur sac et ils risquaient gros. Il n'y avait aucune protection au niveau de la FIFA. C'est des gens qui venaient pour l'équipe nationale. C'est ça. C'est fou, hein. Le foot n'a pas été que bling-bling, hein, comme ce qu'on voit maintenant. Je voulais dire que son père est une mémoire vivante. Merci. Le football algérien, il connaît très 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 bien. Et il a beaucoup de documents, même si vous avez cherché. Mais Bessoul, c'est un immense journaliste, vraiment, que je connais depuis plus de 40 ans. Merci. Qui a joué à l'Asmo aussi. Absolument. Quand l'Asmo allait mieux. Voilà. C'est important de le dire ça. En tout cas, bon, il peut être fier de sa relève. Merci. Vous aimez le foot, vous? Oui, aussi.
Vous n'aimez pas quoi? On va commencer par la fin, c'est Ça sera plus simple. Oui. Non, j'aime beaucoup le foot. Oui, vous aimez tout. J'attends avec impatience le prochain match. Avant de parler de littérature, avant de parler de vos ouvrages, avant de parler de ce qui vous passionne et avant de parler d'Entendu dans le silence, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en relations internationales, en Master 2. Oui. À Alger? À Lyon. À Lyon, d'accord. Alors, vous sortez votre premier ouvrage, vous le disiez tout à l'heure, en 2013, vous avez 16-17 ans, un premier roman, La proie des mondes. Alors, je reprends un peu votre dernière de couverture, c'est très facile. Alors, du coup, ça faisait partie d'une trilogie, Le lien des temps, puis en 2015 et 2016, les volumes 2 et 3. Et puis, vous devenez d'ailleurs l'un des plus jeunes auteurs. Alors, il y avait Kautar Ademi à une certaine époque aussi. Il y a vous, il y en a une autre. Et ça nous fait plaisir, mais bon, il faudrait qu'il y ait aussi les plus jeunes lecteurs, parce que les plus jeunes auteurs, c'est facile, les plus jeunes lecteurs... Il y en a de plus en plus de jeunes auteurs. Oui. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns aussi là. Oui. Il y en a de plus en plus. Non, ça va pas aller, encore. parce que je pas me encore. disais 96. Vous faisiez quoi en 96 vous? Oh, j'étais quelque part dans le monde, je sais pas. Et vous, Iberade? Pareil. On voyage et on continue d'écrire. J'ai commencé, j'avais 16 ans d'écrire. Donc c'est dans les années 60. Hein. Dans les années 60. Exact. Et vous, en 96, vous étiez au lycée? Première année de fac. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. Alors du coup, vous sortez votre nouveau roman, Entendu dans le silence, on va en parler. Vous choisissez les éditions Casbah. Alors on peut raconter un peu cet ouvrage, on peut raconter un peu ce nouveau roman de Anis Mezouar? Oui. En fait, c'est très difficile de résumer. Mezaour, d'accord, allez-y. C'est très difficile de le résumer sans tomber dans le spoil. Ouais. C'est-à-dire la révélation de l'intrigue, parce que tout part sur un postulat de base qui est du coup révélé à la fin et qui est un retournement de situation purement et simplement. Et si je pouvais ébaucher un synopsis, c'est l'histoire de deux personnages, un Algérien et une Française, donc Amir et Mélissa. Amir est issu d'une classe populaire qui vit à Alger, qui n'a pas connu son père, dont la mère est morte quand il était plus jeune, qui essaie de survivre comme il peut. Et Mélissa est fille de diplomate français, très haute bourgeoisie, qui va de soirée mondaine en soirée mondaine, et que rien ne devrait les faire rencontrer, et qui pourtant se rencontrent en Tunisie dès le début du livre, et qui tombent amoureux l'un de l'autre, et qui vont découvrir que leur amour est un petit peu problématique. Il va y avoir des événements très graves qui vont surgir. Et ça sera un peu une course-poursuite, une course contre la montre. Et du coup, ils vont découvrir des vérités sur leur passé, d'où la révélation finale du roman. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Entendu dans le silence? Des expériences. Je parle de l'ouvrage, hein, pas du titre forcément. Mais... Oui, le titre m'a été inspiré avant même l'écriture du livre. C'est-à-dire que je voulais écrire un livre qui s'appellerait Entendu dans le silence. Et du coup, il était tout trouvé à la fin. Ce qui m'a inspiré, c'est des expériences personnelles, des événements qu'on m'a racontés. Là, je sors vraiment de la fantaisie. C'est plus vraiment de l'imagination, c'est plus des faits qui se sont déroulés ou qui pourraient se dérouler, mais qui sont vraiment ancrés dans le réel. Il y a une partie de vous dans cet ouvrage? Oui, énormément. Bon, on l'aurait reçu un peu, merci Casbah Édition, on l'aurait reçu plus tôt, on aurait pris le temps de le lire, de le raconter autrement. Là, on le découvre en direct. Il vient de sortir, il est sorti à l'occasion du SILA. Non, c'est juste à dire pourquoi je ne rentre pas complètement dans l'histoire, parce que sinon, j'aurais bien voulu imaginer votre ouvrage, mais ça va être un peu compliqué. Alors du coup, il y a un peu de vous dans ce livre? Oui, vous avez rencontré une fille d'un diplomate qui vous a refusé? Non, pas du tout. C'était un problème de classe sociale? Non, c'est pas ça. Oui. C'est plus, j'ai plus mis des traits de caractère qui me sont propres, que j'ai disséminés à travers les personnages, que ce soit le personnage masculin ou le personnage féminin. Il y a des personnes que je connais, notamment l'un des personnages secondaires, principaux, on va dire, auquel le livre est même dédié. C'était un ami d'enfance qui est mort il y a 2 ans, donc voilà, c'est aussi des lieux que j'ai visités, la Tunisie notamment, la France. J'essaie de rester le plus fidèle possible à la réalité, à ce que je sais, ou alors à ce qu'on me raconte. Là, est signé ou pas encore? Alors, la vente dédicace se fera demain, le 5 novembre, 15h30, stand de Casbah Édition, pavillon central. Et je serai présent aussi aujourd'hui, j'ai un partenariat avec l'Institut français
pour le prix de la Nouvelle Fantastique 2018, dont je suis le parrain et le président du jury. Et du coup, la remise du prix se fera cet après-midi, 15h30 aussi. Ouais. Institut français. Enfin, le stand de l'Institut français aussi. Vous avez là. plus envie d'écrire sur la réalité maintenant? Oui. Arrêter la fiction? Oui, enfin, c'est plus des préoccupations d'une génération, on va dire. Ça correspondait à l'époque, ça correspondait à mon âge, à ce que je lisais, ce que je regardais. Et là, maintenant, c'est plus... j'ai évolué, plus de maturité, plus de... Même les attentes du lectorat ne sont plus les mêmes. Mais sinon, à votre âge, vous vivez comme un jeune de 22 ans ou... Oui. Oui. Vous faites la fête, vous sortez, vous rencontrez des filles, vous faites des copains, des copines. Oui, c'est rassurant. Vie sociale épanouie, on va dire. À 22 ans, ça devait être rock'n'roll pour vous deux. Pour vous, un peu moins, beaucoup moins. C'était pas la bonne période, les années 90. Mais pour vous, ça devait être un peu rock'n'roll. C'était les années 68. Ouais. Enfin, pour moi, pas pour toi. Toi, tu es un peu plus jeune. Ouais. C'est la même chose. Les années 68, il y avait beaucoup de... Ça bougeait beaucoup à Paris, en France. Ouais, c'est ça. Les années 70, en Algérie, à Oran, c'était une éclosion de plein de choses extraordinaires. Le théâtre, le cinéma, des rencontres, des sorties, bien sûr. On s'amusait comme des fous. On travaillait, on réfléchissait, mais aussi on s'amusait. Fabuleux. Je vous souhaite beaucoup de succès, tous, tout autant autour de cette table ce matin. Je vous souhaite de belles rencontres pendant ceci-là. Parce que c'est un peu le but aussi. C'est cela. C'est un peu le but. Et j'espère que ça va cartonner et qu'on ne parle plus de 500 exemplaires vendus pour un livre, pour un auteur, mais plutôt de 5000 à 50 000. Si je puis fantasmer sur ce rêve un peu réalisable d'ailleurs dans d'autres pays, ici un peu moins. Et puis en espérant qu'il y ait un maximum de lecteurs. Anis Mezaour, merci encore. Merci entendu dans le silence chez Casbah Édition. Demain, il sera chez Casbah d'ailleurs pour sa vente dédicace. Ça se passe à 15h30. Si vous voulez le rencontrer, si vous voulez discuter, si vous voulez échanger, et puis si vous voulez tout simplement rencontrer l'auteur. Cet après-midi, 14h, on va parler football. On va revenir sur 63-88. Oui, ça fait quand même 25 ans. 25 ans d'une fabuleuse aventure de l'équipe nationale, racontée match par match avec père et fils d'ailleurs, Ahmed Bassoul Hawari et Nazim Bassoul, avec une légende vivante du football algérien. Il s'agit de Zouba, du grand Zouba qui sera présent. Et puis le livre est disponible à la vente sur place. Oui, sur place. Ce sera l'occasion d'en débattre et d'en discuter. Ça se passe à 14h. Je donne juste, c'est la salle El Jazair. Et puis de l'autre côté, Kateb ou la liberté, sous la direction de Yahya Belaskri, avec ses camarades passionnés et auteurs, spécialistes en littérature. Hubert Haddad, merci d'avoir été parmi nous. On présente à Pulé demain. Aussi à l'Institut français. C'est ça, au stand de l'Institut français à 14h30. Aujourd'hui? Demain. Moi, je suis aux éditions Epic pour Palestine, mon roman Palestine, qui a été réédité chez C'est pour ça que je vous ai dit, il faudrait des heures et des heures pour pouvoir raconter le parcours de chacun et les œuvres de chacun, les œuvres actuelles, même pas au passé. Le roman Palestine, qui est paru aux éditions Zulma, est sorti aux éditions Epic. Dans le cadre des Terres solidaires. C'est une opération où 5 pays d'Afrique et du Maghreb publient en même temps un roman. L'année dernière, c'était Leonora Milano. Cette année, c'est moi. Enfin, c'est une opération très... Les livres sont vendus pas cher et ça couvre plusieurs pays, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal. Enfin. En tout cas, on vous souhaite bonne chance en espérant que Apulé arrive en Algérie aussi. Mais il est là, c'est présent, la revue se vend sur le salon du livre et on va la présenter demain après-midi. D'accord, mais je veux dire, est-ce qu'on la retrouve de manière... Non, pas partout, mais en tout cas, au salon du livre, elle est présente. D'accord, c'est très bien. Pour ceux qui voudraient se procurer Apulé, le voici et il est présent au salon du livre. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous, bonne chance. Merci à vous, messieurs, bon courage, beaucoup de réussite, beaucoup de belles choses. Quant à nous, Majid Benkassi va nous râler. Il va râler un peu parce qu'il va parler d'un rallye en plus. C'est le rallye Sahari dans sa nouvelle édition. Il va résumer sur les dernières étapes et puis juste après, ce sera lui d'ailleurs avec nous en direct à partir de sa nouvelle escale. Allez, Majid Benkassi, on se retrouve juste après. 91 km pour la boucle Timimoun. Un parcours en intramuros de cette belle Oasis Rouge, une troisième étape qui s'est déroulée en pleine dune, au grand plaisir des concurrents venus de 9 pays différents, en plus bien sûr des pilotes algériens. L'étape d'aujourd'hui, elle était très très bien, on s'est juste tanké une fois
parce qu'on savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la dune. Bon, on a mis un peu de temps pour sortir de là, mais après ça roulait très très bien. Je veux dire, ça a marché super. C'était court mais intense. Il fallait faire attention à la navigation. C'était une belle étape, hein, des belles dunes. Voilà, il fallait rester bien concentré. Pas de gros bobos. Les pilotes se sont donnés à cœur joie, même si pour quelques-uns, le système de navigation nouveau, le Stella, était un peu difficile. Il n'y a pas eu de problème. Si à un certain moment, pour la navigation. Voilà, on avait un problème de cap. Après, on s'est retrouvés. Et voilà, alhamdoulilah, après. Ça s'est bien passé. La navigation, elle n'était pas facile, hein. Vraiment pas facile. Les pistes, elles n'étaient pas très visibles. Alors, il faut rouler un petit peu plus doucement. Les dunes, dur, pas facile. J'ai tombé une fois, donc demain sera mieux. Difficulté de navigation pour les uns, mais aussi un ratage pour les autres. Aujourd'hui, on n'a pas participé, moi et ma copilote, parce que par manque d'essence, quand on a terminé hier, entre Timimon et c'est fermé le soir bien sûr, et à la distance il n'y avait pas de le dépanneur, les automobiles, mais je n'expliquerai. Aujourd'hui on l'a raté, mais hier on s'est éclaté à fond. Une très belle course pour les participants de cette étape des dunes, mais aussi pour les anciens de ce rallye, à l'image de Sami Larbès. L'étape d'Alium, c'était une boucle, départ arrivé sur le même point. Il y avait la majorité du temps les dunes, c'était en même temps beaucoup de navigation. Alhamdoulilah, l'équipe algérienne gérait la compétition. Une troisième étape qui s'est déroulée entièrement dans cette oasis rouge sous forme de boucle qui a concerné uniquement des dunes et qui a été très appréciée par tous les concurrents, tous les pilotes que nous avons interrogés ce matin à leur arrivée tout à l'heure dans cette belle palmeraie qui est juste derrière moi. C'est bon, c'est bon. Donc tout à fait, voilà, donc comme je le disais dans le reportage qui vient de passer, du tourisme et bien sûr du sport mécanique ici sur cette quatrième édition du rallye Sahari International. Donc hier c'était une étape qui s'est déroulée carrément sur la ville de Timimoun, donc en intra-muros, et bien sûr les pilotes ils se sont donnés à cœur joie comme je le disais, et beaucoup donc d'endurance, beaucoup de difficultés, surtout dans les dunes de sable. Il y a aussi quelques pilotes qui se sont un peu plaints de la méconnaissance un petit peu cette année du système de navigation, le Stella, qui était un peu que les gens ne connaissent pas très bien, mais finalement ils sont en train de s'adapter peu à peu à ce nouveau système de navigation, le Stella qui a été mis disons sur place cette année pour ce rallye algérien. Mais une chose est sûr, la concurrence se fait de plus en plus rude, surtout en ce qui concerne les motos. Les motos, on retrouve les Algériens bien sûr, mais aussi il y a aussi la concurrence avec les Italiens et les Espagnols, et cette année aussi il y a les Portugais. Quant aux automobiles, le succès au total pour les Algériens, surtout pour la première étape. Je parle de la première étape. Généralement, les résultats ne sont donnés que 24 heures après, parce qu'il y a toujours des réserves, il y a des vérifications. C'est un peu compliqué pour établir le résultat définitif. Cette année, ce qu'il y a lieu de remarquer aussi, c'est les engagements. Par exemple, on retrouve avec moi, j'ai un invité, Hamza Morsli, qui est président du Racing Club de Larouat. C'est une jeune équipe de Larouat, et Larouat est connue aussi pour sa participation aux différents rallyes. Et il va me parler de la participation de son équipe cette année dans cette quatrième édition. Bon, la participation de cette année, on était un petit peu pas comme les autres années. En 2016, on était 21 pilotes. En 2017, on était 16. Et cette fois-ci, on est 5 par rapport les moyens et je trouve que ce sport il a besoin de financement côté sponsoring, côté
subventions de l'État et il faut. Je parle pas que. C'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, énormément de moyens et ça coûte les aides de la tête par rapport aux pilotes, les véhicules par rapport aux véhicules, ça coûte au minimum 750 exactement pour participer. Au moins les frais d'inscription c'était l'année passée c'était 100 000 dinars et cette fois-ci la fédération algérienne. On m'a dit que c'était 50 000 dinars et pratiquement avec une participation d'à peine 20 000 dinars par pilote. Le reste est sponsorisé par la fédération algérienne des sports mécaniques. Mais pour ce qui est des motos et donc des engins, ça coûte beaucoup d'argent et les engagements sont un peu difficiles si on n'a pas de sponsor. Parlez-nous donc un petit peu de ce sponsoring. Le sponsoring, c'est une mentalité, comment dire. Les investisseurs, il faut que ils voient avec une vision de sponsoring, de marque, de publicité et tout à fait. Et je trouve que il y a une mal communication avec mauvaise communication avec l'esprit de sport. Vous êtes là peut-être pour lancer un appel à exactement. Les investisseurs algériens, il faut qu'ils voient. Le sponsoring, c'est pas question de déposer de l'argent, de dépenser de l'argent plutôt. Et il faut qu'ils voient une vision de publicité aussi. Ok, très exactement. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc voilà, le rallye se poursuit et demain. Donc aujourd'hui, c'est le départ. Donc je le disais tout à l'heure, le départ Timimoun Adra. Et demain, retour ici à Timimoun avec une autre boucle. Et bien sûr, le rallye se poursuit. C'est jusqu'à vendredi pour la dernière étape qui ira jusqu'à Gardaya. Et puis Gardaya, on rentrera sur Alger avec la dernière étape. C'est celle de liaison, l'étape de liaison. Voilà, on est à Télé Moscou ce matin. T'as pas le temps de dire merci aux gars, on va sur le jingle, c'est fini. Merci Majid Belkacsi. Bon mini séjour à Timimoun, vu qu'ils vont démarrer bientôt pour une autre ville. Et évidemment, on vous retrouvera d'ici demain matin. Ce matin, sur le plateau, comment va Myriam Moussaïd? Très bien. Bonjour. Bonjour. Comment va... Oh, faites une drôle de tête ce matin. Comment ça va bien? Ça se voit autant que ça, ouais, ça va. Se voit beaucoup. Fatigué, mais bon, ça va. Alors, la nuit du conte africain, c'est pour samedi et dimanche. Exactement. Vendredi et samedi prochain. Samedi, dimanche prochain. Ah ouais, oh, c'est samedi, dimanche. C'est dommage. Vendredi, samedi, ça aurait été plus... Bah écoutez, ça ne relève pas de mes fonctions. Samedi, dimanche, c'est déjà très bien. Je dis rien, tu veux relancer la culture, tu la fous pas un jour de semaine. C'est comme les musées qui ferment le week-end et qui ouvrent le dimanche à 8h du matin. It's like this. Voilà, ok, très bien. Alors du coup, on a avec nous aussi le jeune Hakim Boumehdi. Bonjour. Bonjour. 26 ans à peine. C'est ça. Alors, troisième génération chez les Boumehdi, on a connu le grand-père. Et puis, il y a les fils. Exactement, oui. Il y en a deux officiellement qui font de la vraie céramique Boumehdi. C'est ça. Après, vous en avez plein qui signent Boumehdi. Tu te dis, oui, mais t'es pas le fils, toi. Mais j'ai mis Boumehdi avec un AI. D'accord, ok, pas de problème. Alors, du coup, vous avez une histoire un peu particulière. Vous êtes un peu la relève. Et ça tombe bien, on va en parler ce matin. Eh bien, avec plaisir. Bienvenue en tout cas sur le plateau. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Madame. Je dois dire que nous sommes en train de marcher sur vos plates-bandes parce qu'on a envoyé déjà votre jingle, forcément, on est déjà dans votre coin à vous. Alors ce matin, semaine assez riche pour vous, hein. Vous avez fait le salon de l'art culinaire. Exactement. C'est bien passé? Oui, c'était très sympathique, donc une bonne ambiance, beaucoup d'enfants, donc qui se sont vraiment éclatés. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu le droit de mettre la main à la pâte, donc on leur a donné la farine, tous les ingrédients, bien sûr, oui, d'un atelier, donc et tout ça sous la directive de chefs, donc ils ont eu vraiment de bons conseils, c'était très sérieux et amusant en même temps. Et en parallèle aussi, donc il y avait la foire aussi des produits du terroir où on a pu découvrir plein de nouveaux produits, entre autres du savon bio, donc fait avec de l'huile d'olive, avec plein d'autres produits, et en même temps aussi des farines de plusieurs produits, donc pas la farine comme on a l'habitude de voir, de farine de blé, donc autre chose. C'était très très sympathique et très riche. Voilà. Pourquoi vous me regardez bêtement rouge? Qu'est-ce qui se passe? Non, je trouve qu'on se ressemble ce matin, toi et moi. Oh là. Désolé de vous le dire. Désolé de vous le dire. La seule chose qui nous lie, vous et moi, c'est cette passion pour la Grèce.
Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié ça. Voilà, ça c'est ce qui nous lie. Ouais. C'est notre corpulence. Après, ce qui nous ressemble, je ne sais pas si vous avez dormi à 4h30 du matin pour que vous me ressembliez un peu. Alors du coup, mais en attendant de voir votre reportage, juste pour savoir, vous avez de la banane, des œufs et enfin, ce qui reste d'une banane. Ouais, le reste d'une banane, heureusement pas. Exactement, j'ai fait les poubelles ce matin. Ouais. Donc pour vous parler de choses qu'on jette, comme ça machinalement, parce que pour nous c'est inutile, donc hop, on le met dans la poubelle, alors que ce sont des choses qu'on peut réutiliser, bien sûr pour les gens qui sont passionnés de jardinage, pour les gens surtout qui ont l'espace de pouvoir le faire, donc ramasser les coquilles d'œufs, entre autres aussi à la peau de banane, et chose que tout le monde consomme, c'est le café. Qui ne prend pas un bon café le matin? Donc le marc de café généralement est fini... Je pensais que c'était du terreau. Non, c'est pas du terreau, en fait c'est du marc de café que j'ai mis dans un endroit pendant à peu près, on va dire 3 mois, et ben voilà la texture qu'on retrouve plus tard, on a l'impression que c'est du terreau, donc on a juste à mélanger à la terre, et c'est vraiment donc pour enrichir sa terre, pour faire son propre terreau, c'est vraiment une très très bonne manière de pouvoir déjà récupérer les déchets, et bien sûr un petit geste pour la nature, il faut bien essayer de faire quelque chose, donc à petite échelle, mais on le fait quand même. C'est-à-dire récupérer ce qu'on appelle des déchets, les garder dans un lieu pendant une période et puis juste après les écraser pour les mettre dans le... Exactement. Comme pour les coquilles d'œufs, on les met dans un endroit, on les laisse bien sécher. Ouais. Après, on a juste à les mixer, on en fait une espèce de petite poudre qu'on mélange à notre terre. Alors le calcium et beaucoup de minéraux qui viennent enrichir votre terre. Entre autres aussi la banane. Par contre, même la banane, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément la mettre dans le pot et la laisser se décomposer tranquillement. Quant au marc de café, on fait la même chose. Donc on le laisse dans un endroit. Il va de préférence ne pas le mettre dans la maison, c'est clair. Il faut avoir un petit espace dans le balcon parce que ça a tendance à attirer un petit peu les... Oui, bien sûr. Bon, il n'y a pas de mauvaise odeur par contre. En ce qui concerne le marc de café, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaise odeur, absolument pas. Donc peut-être un peu de moucheron, donc de préférence mettre ça dans le balcon. Et si vous avez un jardin, alors là on peut s'éclater, c'est presque tout récupérer, mettre à la poubelle uniquement les bouteilles, tout ce qui est plastique et voilà. Et ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher et surtout c'est rentable parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir jusqu'à 10 à 20 kilos de terreau. Ça fait quand même une petite économie. Si tu plantes des tomates, tu auras des tomates goût arabica ou... Non, absolument pas, c'est ça qu'on a tendance à croire, on se dit ça va. Non, pas du tout, absolument pas. Après, ça sent la terre, ça sent la nature. Voilà. Très bien. Merci pour le conseil du jour. On va suivre votre reportage, on se retrouve juste après. L'art culinaire, le salon, dans son édition 1 ou 2 ? Deuxième édition. Oui. Il y avait du monde ? Oui, il y avait du monde. C'est quoi, ça bifurquait du salon du livre, ça descendait direct au pavillon S ? Oui, il y avait beaucoup de gens avec des sachets pleins de livres, donc ils finissaient par ce salon-là. Ben, bien sûr. Nourrir son esprit, nourrir son ventre, ça va bien ensemble aussi. Si on mangeait autant qu'on lisait, je crois qu'on serait un peuple qui aurait bien avancé. C'est parti avec le reportage de Myriam, on se retrouve juste après. La deuxième édition du Salon de l'art culinaire et des produits du terroir s'est déroulée à la Safex dans une ambiance joyeuse et conviviale. Grands et petits ont profité des bons conseils des chefs et de déguster des bons plats traditionnels. Comme vous voyez, il y a plein de produits du terroir, plein de dégustations. L'objectif du salon, c'est mettre en avant la gastronomie algérienne et les produits du terroir bio qu'on a commencé, qu'on a oublié et on commence à ne plus les manger chez nous. Donc comme vous voyez, il y a un coq show, il y a un concours, il y a de l'exposition et de la dégustation. Même pour ceux qui voudraient acheter des produits bio, tout est disponible. Mais l'objectif principal de ce salon, c'est exporter le tourisme algérien à travers son culinaire riche avec les produits du terroir. De nombreux produits, faits traditionnellement, ont été exposés et vendus, tels que les huiles, les savons naturels et des produits bio. La particularité des pâtes fraîches, comme le nom l'indique, elles sont fraîches. Donc elles ne sont pas sèches comme les autres pâtes. Et en plus, elles ne sont pas faites à base de farine. C'est de la semoule de blé dur, des œufs de ferme et de l'eau. Pas de conservateur. Donc c'est un produit sain, un produit bio. Pour ce qui est des pâtes classiques, en couleur, nos colorants, c'est des colorants naturels. Ce n'est pas des colorants artificiels ou bien colorants alimentaires. C'est des légumes. Nous travaillons avec des épinards, des carottes, la betterave, de la tomate. Et quand je dis colorant, ce n'est pas le jus, c'est le légume lui-même.
حنا عندنا هنا لاباس تاعنا سي ويل دوليف، صناعة الصابون بالزيت الزيتون، مواد طبيعية 100%، ما عندهاش الرائحة وما عندهاش اللون، واللاباس تاعنا هي حماية الجلدة لابو. دونك ثاني اكزومبل نبداو هنا، كيما هنا رانا نصنعوا صابون طرف، صابون طبيعي 100% مخدوم بالمادة الأولية وهي زيت الزيتون لو فيرج، العصيرة الأولى تاع زيت الزيتون. دونك هذا راه كونتر لا بكتير، يقتل البكتيريا من الدرجة الأولى، يقلع لي طاش تاع القش، يوتيليزي مع لي فيتمون، بلوس مليح لابو تاع الإنسان، يلين يرطب لابو وينقيها. Les petits chefs en toque et blouse blanche ont mis la main à la pâte. Des ateliers ont été spécialement préparés pour eux. Apprendre à bien manger et savoir déguster étaient les bases enseignées par les chefs dans la joie et la bonne humeur. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ça continue jusqu'à quand? C'est aujourd'hui la clôture? Oui, c'est aujourd'hui la clôture. C'est aujourd'hui. Vous avez une petite séance de rattrapage pour ceux qui ont raté. C'est jusqu'à 18h. Donc vous avez passé un bon moment. Ah oui, excellent. Ouais, excellent. Vous avez fait un tour au Salon du Livre ou pas? Non, pas encore. Oui, parce que il me faut une semaine de 10 jours et une journée de 28 heures. Et peut-être que je pourrais y aller. Voilà. Voilà. Bien dit. Mesdames, messieurs, Bill Gates. Mélangé à Ouais. Bill Gates avec... J'allais vous appeler Margaret Thatcher, ça aurait été pas bon, mais bon, bon c'est pas grave. Hein, mais je vous comprends. Vous préparez la nuit du conte africain. C'est difficile, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, on vous met des bâtons dans les roues, c'est normal, Ouais. c'est dans les gènes, hein, c'est pas... C'est comme ça. Si tu fais un événement et qu'il n'y a pas de bâton dans les roues, il faut se poser des questions. Exactement. Après, il y a un moment, c'est pas agréable parce qu'on n'a pas fait d'effort, c'est pas rigolo. Donc il faut se battre contre vents et marées, oui, ouais, pour arriver. C'est ça. Alors du coup, avec nous ce matin, Hakim Boumadi. Alors vous êtes né en 92, vous avez 26 ans, vous avez fait des études de commerce international en France. Vous êtes de retour depuis 5 ans. Qu'est-ce qui fait que vous êtes qu'est-ce qui vous a... En même temps, c'est une question logique, mais en même temps, elle est intéressante parce que nous, si je faisais dans la démagogie directe, vous avez fait vos études, vous êtes revenu directement, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? C'est vrai qu'à la base, ce qui m'a donné le plus envie de revenir, c'est le métier en lui-même, c'est les produits, ce qu'on fait, l'histoire de l'atelier. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, dès le plus jeune âge, attiré. Donc c'est vrai que c'est très jeune, c'était évident pour moi. Ouais. Donc c'est vrai que dès que j'ai terminé mes études et que j'avais les bagages pour revenir, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le billet d'avion, je suis venu et puis j'ai commencé le travail. Alors, vous avez commencé le travail, on aurait pu imaginer que vous auriez repris l'entreprise familiale juste sur l'aspect commerce, sur l'aspect commercial, l'aspect publicitaire et autres, mais par contre non. Alors vous êtes mis carrément à l'artisanat, c'est-à-dire que vous peignez aujourd'hui, que vous lancez pratiquement vos collections, ça vous allez y revenir en détail dans quelques instants si vous le permettez, mais quel a été le déclic pour revenir au travail, l'œuvrer, revenir à la main, à sentir la terre, à sentir l'objet, à le dessiner, à lui donner une forme, mais aussi à le colorer? C'est vrai que en fait ça a été quand même une des directives de mon père, je dirais. C'est vrai qu'avant de savoir vendre le produit, on va dire que pendant mes études j'ai appris à le vendre, mais le plus important, ça devait être quand même de le fabriquer, de savoir ce que je faisais. C'est vraiment mon père qui a été, qui m'a mis dans cette direction, qui ne voulait pas parler de vente pendant plusieurs années. Et une fois que j'ai réussi à faire mes propres pièces, une fois que j'ai réussi à tenir bien le pinceau, là, à ce moment-là, j'ai pu me recentrer sur ce que j'ai appris pendant mes études. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, vous faites quoi exactement? C'est vrai que c'est varié en fait. Vous faites un peu de tout? Ouais, j'arrive au travail, je peux vraiment me lancer sur un PC, prendre un pinceau, fabriquer une pièce. C'est vrai qu'il y a toujours de quoi faire. Donc, Qui n'a pas une pièce de Boumadi à la maison? Moi. Sérieux? Oui, sérieux, oui. Ouais, pourtant, c'est ce qui est plus répandu. Depuis le temps que je devais en avoir, oui. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec votre grand-père il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'est vrai que c'est très particulier. On arrive à reconnaître une pièce de Boumadi. Bon, pour les gens qui sont amateurs de céramique aussi, faut être bien d'accord. C'est qu'au premier regard, on peut reconnaître une pièce de Boumadi d'une autre. C'est vraiment ça l'avantage. Partout dans Alger, on retrouve des pièces, on retrouve des carreaux. On le distingue assez facilement parce qu'il y a les couleurs, il y a les motifs et il y a l'histoire. Il y a l'histoire aussi. Oui.
Alors, il y a 2 touches complètement différentes. Toutes ces pièces, c'est vous qui les avez réalisées? Alors, moi, c'est vrai que je travaille plus sur le classique, ok? C'est ça le classique. Exactement. Donc, ça veut dire ça, c'est le style traditionnel. Oui. Alors, juste pour montrer, hein, les deux sont dans mes mains. Enfin, bon, c'est des objets parmi tant d'autres, hein, mais ça, c'est la touche de qui dans la famille? Le style moderne? Oui. Ça a été aussi mon père, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a les styles on a 2 styles différents, donc pour l'atelier. Mais moi, on va dire que je suis plus dans le style traditionnel. Vous êtes plutôt ça? Exact, mais c'est moi qui l'ai fait celui-là. C'est vous qui l'avez fait. Magnifique. Donc très jolie couleur, ouais. Ah, c'est vrai que c'est 2 styles différents, mais après, on va dire que à la base, ça a été quand même le style traditionnel. Mais ça touche beaucoup plus une clientèle, on va dire, européenne, étrangère. C'est vrai qu'ils sont plus attirés vers le... Vers le traditionnel que le moderne? Non, justement, vers le moderne. Vers le moderne. Ouais. Ça trouve plus sa place dans un décor européen, je dirais. Oui, effectivement. Donc avec les nouvelles tendances... Exactement. Qu'est-ce qu'il en pense, papa? Vous êtes le fils de Tawfiq, hein? Exactement, ouais, il en pense que... Il est fier, il est content? Ça, je sais pas encore. Ah, c'est vrai. Tu l'as jamais dit? On l'est toujours, de toute façon. Et je l'entends en écho. Qu'est-ce que tu racontes? On l'est toujours avec ces enfants, qu'ils réussissent ou pas, qui sont à côté de la plaque. Autant nous sommes toujours fiers de ces enfants. Ça peut pas être, ça peut pas être contraire. Mon père avait dit un jour, quand je regarde mon fils à la télé, j'ai toujours peur qu'il fasse une gaffe, donc du coup je le regarde plus. C'est vrai, hein, et ma mère m'envoie toujours « ferme ta gueule, laisse parler les gens ». Je vous jure, jusqu'à maintenant. Et mon Dieu, j'ai plus d'un quart de siècle, hein. J'ai plus d'un demi-siècle même. Bon, d'accord. Ouais, d'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait la France? Il n'était pas bon au calcul, je crois. C'était pas sa tasse de thé. Hein. C'est ça. J'ai plus d'un tiers de siècle. Ça passe. Voilà, ça va. Alors, oui, on préfère. Ouais, c'est plus juste. Alors du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon artisan céramiste et à succès, un autre qui serait lambda, quoi, qui serait plutôt l'objet vendu Je dirais que c'est par rapport à l'histoire et par rapport aux réalisations qui ont été faites. Ce qui fait la force de l'atelier Boumehdi, c'est notamment les grandes réalisations qui ont été faites à Alger, à Oran aussi. Je sais pas si tu as vu du Méridien. Le Méridien, donc qui a été quand même entré dans le Guinness des records. Ouais, exactement. C'est la plus grande pièce. 1800 mètres carrés. C'est ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu pas mal de réalisations et de belles références. Le Saint-Georges, le Sofitel, donc de beaux endroits qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est... Voilà. C'est dur à porter la casquette Boumehdi? C'est pas que c'est dur, on va dire que c'est un héritage, un lourd héritage, parce qu'on se doit d'être à la hauteur en fait. Et de préserver. Tout à fait. C'est ça, c'est que... la continuité. C'est pas que c'est dur à porter, mais ça nous oblige à être exigeants avec nous-mêmes. Enfin, je parle de moi personnellement. Quand je fais une pièce un peu moyenne, je veux même pas l'exposer, donc c'est vrai que je me force à essayer d'être à la hauteur, quoi. La grande, c'est vous aussi? Ouais, la grande. Je peux la voir? Ouais, bien sûr. Magnifique. Hop. Mais quand on est d'une autre génération, quand on est de la 3e génération, j'imagine qu'on va chercher à faire un peu différent, à se démarquer des anciens. Et c'est quoi la touche du jeune Hakim Boumehdi? Alors pour l'instant, je ne me présente pas en tant qu'artiste, mais plutôt en tant qu'apprenti. De toute façon, je serai toujours un apprenti. Mais ce que je veux faire d'abord, c'est apprendre à faire du Boumehdi avant de faire du Hakim Boumehdi. Donc d'abord, je me fonds dans le décor, j'apprends et je fais ce qu'on faisait déjà. Et par la suite, quand ça viendra, je ferai mon style un peu personnel. Quoique quand même mon style, si je peux me permettre, se distingue quand même d'autres pièces. Et chaque artiste qui fait partie de l'atelier a un style plus ou moins, on le reconnaît, quoi. D'accord. Mais vous signez pas encore? Non, interdit. Interdit. Ah ouais, c'est son père qui signe derrière. Vas-y, mon fils fait le boulot, moi j'ai grandi un peu. Tu fais le boulot et tu mets le nom derrière. Mais après, comment je peux me distinguer, c'est aussi par ce que je fais aussi avec mon PC. Donc comme je vous ai dit, j'ai étudié le commerce et tout. Et c'est vrai que ça, je l'ai totalement adapté. Et c'est ce que je fais pour l'entreprise aussi. Donc c'est vrai que j'ai créé il y a à peu près 2 ans un site internet. Donc un très beau site d'ailleurs que monsieur le ministre de l'artisanat, monsieur Benazouk, m'a félicité pour ça. Donc un site très vivant, très dynamique dans lequel on peut retrouver notre travail, on peut également commander des pièces. Donc c'est vrai que j'ai apporté cette touche aussi. Le site c'est céramique-boumehdi. Céramique-boumehdi. Vous pouvez retrouver donc sur internet, sur Google. Céramique-du6boumehdi.com bien sûr. .com. Ouais. Et aussi sur Instagram, art
pour un Boumehdi. Donc c'est vrai que j'ai agi sur les réseaux, essayé d'apporter l'évolution. Diffuser un peu plus et coller autant, quoi. Le digital, c'est important. C'est très important. On y va? J'ai combien de minutes? Parce que je voudrais savoir... Alors, Mariam, vous pouvez lui dire à peu près combien de minutes il me reste? On envoie le jingle et je vous dis. D'accord. C'est parti. Non, je ne sais pas. Ouais. Très bien. Bon bah, alors, en fait, ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est la différence qui existe entre l'histoire et le conte. Ouais. Comment savoir que ça, c'est une histoire et au fait, ça, c'est un conte. Le conte, généralement, sur le côté universel, se base sur la répétition. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire et qu'il y a toujours quelque chose ou un truc qui se répète, donc nous sommes dans le conte et non pas dans l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous raconter un conte. Très bien. Donc, il y a 10 siècles, vivait un roi. Et le roi, c'était le 10e roi de cette dynastie. Le roi était bon, il n'y a pas de problème, mais au bout de quelques années, voilà qu'il se met à élever des chiens. Il avait 10 gros, méchants chiens. Il se disait, une fois qu'un de mes vizirs va se tremper, eh ben je vais le jeter aux chiens. Et voilà que les chiens deviennent très féroces, et un jour, un vizir commet l'erreur. Et voilà, il va au roi et lui dit, pitié, pitié, roi, vous ne me faites pas mal, de toute façon, je vous ai servi durant 10 ans. Et le roi lui dit, au fait, non, c'est sans pitié avec moi, sans état d'âme. Aujourd'hui, moi, j'ai 10 gros chiens qui vont vous dévorer et faire de vous une bonne viande bien déchiquetée. Il était cruel, sadique, tout ce que vous voulez. Bon ben, le vizir quand même ose demander quelque chose, lui dit, écoutez, roi, je vous ai servi durant 10 longues années. Offrez-moi 10 jours avec ces 10 chiens. Et après, vous pouvez me jeter pour que je sois, bon, mangé, dévoré. Alors, le roi se pose des questions, après il se dit, bon, allez. Et là, le vizir va s'occuper de ces 10 chiens pendant 10 jours. Il va leur donner à manger, il va leur donner à boire, il va un petit peu les nettoyer, il va un petit peu jouer avec eux. Et au bout du 10e jour, le roi de sa 10e dynastie arrive pour donc exécuter le vizir. Au bout de 10 minutes, il le jette dans la fosse. Seulement, les 10 chiens ne font absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils ont pris l'habitude de ce monsieur. Et là, le roi est tout étonné. Il lui dit, mais qu'est-ce qui arrive, en fait? Il lui dit, voyez, monsieur le roi, je vous ai servi durant 10 années, 10 longues années, et vous n'avez pas eu pitié de moi. Tandis que ces chiens-là, je les ai servis que 10 jours. Et eux, ils ont eu pitié de moi. Alors ça, c'est un conte. Parce qu'il se base sur la répétition de 10. De 10, du nombre 10. 10. 10. Et si j'étais face à un public, c'est le public que je ferais dire 10. Il y avait 10. J'ai l'impression que ça doit être 10. Ah, 10. C'est ça, hein? Ouais, c'est bien. C'est la différence qui existe en fait entre le conte. Ah non, vous voulez qu'on oublie l'histoire du conte, quoi? Vous voulez qu'on s'arrête sur les 10, c'est ça? Non, je voulais qu'on s'arrête sur quelque chose de très plus important. Alors, madame, et le prochain événement, c'est le 10, madame. Et le prochain événement, c'est le... Vous 10 avez... novembre. Ils ont tout compris. C'est pas moi qui ai compris, c'est Myriam qui a compris. C'est Myriam Maka qui m'a Et c'est le 10 novembre. Le 10 et le 11 novembre avec la nuit du conte africain à l'Opéra Bois Bessaïa. Oui, effectivement, ils ne seront pas 10 pays, mais 6 pays, donc l'Algérie. Donc il y aura la Tunisie, l'Égypte, le Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Voilà, super. Merci. Il faut y voir. Mais moi j'ai compris une chose de votre conte. Qu'il fallait arrêter de faire de la chita tout en haut, il fallait voir un peu tout en bas. Ah, c'est ça? Ouais, c'est moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, merci à vous. Okay. Merci beaucoup. Merci à Hakim. Bonne chance. On rappelle, c'est céramique-boumehdi.com, c'est ça, je ne me trompe pas? Exactement. Et sinon sur Instagram. Merci madame, merci madame, merci à vous tous. On se retrouve vendredi, samedi et dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Plus d'infos sur eux, c'est sur Facebook, Instagram et sur Internet. C'est les ateliers Boumehdi. Ciao camarades.